Le marché le plus liquide du monde, à savoir le S&P 500, est aujourd'hui aussi illiquide que durant la dernière grande crise financière de 2008. Cette affirmation, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le dernier rapport, la dernière note de recherche de Bank of America. Et c'est tout à fait paradoxal parce que encore durant la dernière réunion de la Banque centrale américaine, donc le 29 janvier 2020, le 29 janvier dernier, eh bien on a Jérôme Powell qui a annoncé qu'il allait continuer à intervenir sur le marché du repo américain au minimum jusqu'au mois d'avril 2020. Alors il nous dit au minimum, mais on sait très bien que c'est vraiment pour le coup un minimum parce qu'on connaît les conditions qui doivent être réunies pour que la Banque centrale américaine puisse arrêter d'intervenir et d'injecter des dizaines de milliards de dollars par jour sur ce marché interbancaire. Et ces conditions, elles sont très loin d'être réunies. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais on sait que les hedge funds, les fonds d'investissement américains, ont besoin de beaucoup de liquidités en ce moment pour tenir leur position spéculative. Donc ce constat de Bank of America, il peut paraître totalement contre-intuitif parce qu'on sait que depuis la dernière grande crise financière, la Banque centrale américaine injecte énormément de dollars sur le marché et on a aujourd'hui donc un marché qui est non liquide, du moins tout aussi liquide qu'en plein cœur de la dernière grande crise financière sur laquelle on souffrait nettement du manque de liquidité. Donc Bank of America, ils nous ont élaboré un petit graphique d'une grande qualité, comme d'habitude. Et ce graphique, il nous montre en fait la décorrélation actuelle entre le manque de liquidité du marché, donc l'illiquidité en fait du S&P 500, avec le niveau de VIX, donc la volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité que le marché s'attend à avoir dans le futur. Et donc ce graphique, il nous montre que malgré le manque de liquidité que l'on a sur le marché, qui a atteint des pics durant l'année 2018, eh bien on a un VIX qui est très très faible. Donc pour le marché, en fait, il n'y a pas de souci. Il n'intègre pas du tout les risques potentiels qui sont liés à cette non-liquidité sur le S&P 500 et il s'attend en fait à des mouvements qui soient très peu volatiles, très constants et avoir une hausse. Donc ça sous-entend oui, effectivement une hausse du marché sur la durée. Donc le constat qu'on peut faire, c'est qu'en fait la Banque centrale américaine, elle a réussi à tuer la volatilité perçue des intervenants, mais tout en continuant finalement de favoriser les niveaux d'illiquidité du marché. Donc elle n'a pas du tout éliminé le danger, mais en fait elle a éliminé le danger perçu par les investisseurs. Ce qui en fait peut s'avérer être pire, puisque ce n'est pas du tout intégré dans les modèles de risque des différents investisseurs. Le fait de tuer la volatilité du marché, ça semble être un choix assez assumé par la Banque centrale américaine. Pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'avec une volatilité moindre, on aura des prises de position spéculatives qui seront moins importantes. Clairement, les banques centrales et ceux dans le monde entier ont voulu tuer les activités spéculatives de trading qui ont, c'est vrai, alimenté certains débordements dans le passé sur la finance de marché. Alors certes, elle a plutôt bien réussi à anesthésier en fait la volatilité du marché, mais pour autant, on voit que ça ne réduit pas du tout le risque lié à ces marchés. Pourquoi? Parce que déjà, les spéculations ont pris des formes différentes. Aujourd'hui, on a des spéculations qui sont soit un peu plus sur le long terme, ou soit au contraire sur du très très court terme. On pense là au trading algorithmique notamment. Donc ça aussi, ça représente un risque qui est évident. On a déjà eu des flash crash dans le passé où on a des algos qui se mettent à s'emballer et à déclencher ensuite des positions et on a un effet boule de neige qui peut être catastrophique pour les marchés. Donc voilà le premier élément, déjà donc la spéculation a évolué, a muté si on peut dire, mais surtout on voit que avec l'illiquidité que l'on a actuellement sur le marché, les risques de crack en fait n'ont jamais été aussi grands que quand on manque de liquidité. Ça met tous les intervenants sous tension et ça crée potentiellement des trous de cotation qui sont très importants. C'est pour ça qu'on voit que la Banque centrale américaine intervient beaucoup auprès des hedge funds en ce moment. Il y a un autre graphique que je voulais vous présenter fait par Bank of America également où on voit que les 25 actifs les plus tradés, les plus négociés, ont eu une volatilité qui n'a pas cessé de se réduire sur les dernières années alors que la fragilité de ces mêmes actifs, elle, n'a pas cessé d'augmenter sur la même période. Donc encore une fois, on constate un décalage très net entre la volatilité et la réelle fragilité des actifs, ce qui est en fait assez anormal puisque quand on a des actifs qui sont fragiles,
eh bien, on devrait avoir une plus grande volatilité de la part des intervenants, une plus grande tension en fait qui s'exprimerait sur les marchés. Alors il y a un autre élément aussi qui est super important et que Bank of America nous présente également, c'est qu'on voit que la performance des hedge funds, donc des fonds d'investissement, en fait n'est pas liée à la volatilité, mais plutôt justement à la fragilité du marché, donc aux conditions de liquidité. Et donc on voit que quand eh bien, on a cette fragilité du marché qui a tendance à augmenter, on observe des drawdowns qui sont beaucoup plus élevés sur les fonds d'investissement. On sait effectivement que les fonds d'investissement, ce sont les premiers établissements financiers à souffrir du manque de liquidité. Parce que tout de suite, le marché arrête de leur prêter étant donné la portée spéculative en fait, de leur prise de position. Donc on comprend mieux pourquoi la Banque centrale américaine, en ce moment, agit beaucoup sur le marché interbancaire pour en fait, on s'en aperçoit, aller financer essentiellement les fonds d'investissement. Et également pourquoi la Banque centrale américaine eh bien, est en train d'évaluer très sérieusement la possibilité d'aller financer directement les fonds d'investissement sans passer par le marché interbancaire. Si vous ne savez pas pourquoi cet élément est très important, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici et qui vous expliquera tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe en ce moment entre la Banque centrale américaine et les fonds d'investissement et pourquoi c'est très important que la Banque centrale vienne sauver finalement ces fonds d'investissement. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, on voit qu'on a des marchés en fait qui sont extrêmement accommodants, qui anticipent pas du tout des mouvements forts de marché, qui anticipent pas du tout de la volatilité, ce qui explique qu'on ait une volatilité implicite qui soit très faible, alors que dans le même temps, le risque de marché, lui, n'a rarement été aussi élevé. Et on voit bien que les marchés aujourd'hui ont plutôt tendance à monter dans le vide en fait. Il y a beaucoup d'argent qui sont retirés des marchés, et donc ça va dans cette thèse qu'on manque de liquidité et qu'en en fait on n'a pas de réel soutien par les échanges, par les volumes, par le flot en fait de liquidité qui viendrait sur ce marché. Donc des marchés qui ont plutôt tendance à monter dans le vide. Ça s'exprime aussi par un autre élément que j'avais abordé dans une précédente vidéo sur un indicateur qui est le put-call ratio que l'on voit au plus bas actuellement. Ça veut dire que les investisseurs ne se protègent pas du tout contre un risque de baisse sur les marchés. Vous pouvez également retrouver cette vidéo ici sur les 5 indicateurs qui en ce moment nous montrent que le marché est en train de carrément surchauffer. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!